Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois d'août. Si vous m'avez suivi un petit peu sur Instagram, vous saurez que ça a été un très bon mois niveau lecture. J'ai lu 15 livres, donc autant que mon meilleur mois à date, qui était le mois de mai. Niveau personnel, ça a fait du bien comme moi, ça a été reposant, j'ai passé du bon temps avec les amis et la famille, fait des petites escapades ici et là. C'est super chouette. Je vous cacherai pas que c'est sûr que le vol d'ordi était un nuage dans ce beau mois ensoleillé. Mais en fait, il a pas fait tant de soleil ce mois-ci, mais en tout cas, ça a été moins cool. Et le matériel, je m'en fous un peu. C'était vraiment plus le sentiment de sécurité, le fait que quelqu'un est entré chez nous, qui me dérangeait. Tu sais, l'ordi, ça me demandait juste de l'adaptation, puis évidemment d'en avoir un nouveau. Mais là, ça, on verra ça plus tard. Mais bref, ça c'était le nuage dans le mois d'août. Aussi, la fin du mois m'a permis de recommencer à travailler dans le milieu que je voulais. Donc, je suis très heureuse. Et qui dit retour au travail dit retour à la routine. Et ça me comble de bonheur parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la routine. Ça me stabilise, ça me calme, ça me rassure. Peut-être que ça vient du fait que je suis une enfant du divorce. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la routine. Et c'est ça. Je vais vous passer à mes lectures. Comme le mois d'août a commencé dans le week-end sans signet, j'avais déjà fait 3 lectures en 2 jours, ce qui est vraiment bien pour moi. La première, ça a été l'aventure du ruban moucheté de Arthur Conan Doyle. Fait que c'est comme une aventure de Sherlock Holmes un peu. Ensuite, j'ai lu L'odeur du café de Dany Laferrière et Guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire de Olivier Sylvestre, publié chez Hamac. Donc, je vous reparlerai pas de ces 3 lectures-là parce que j'en ai fait un vlog. Je vais le mettre en barre d'infos parce que dans le i, c'est difficile, pas d'ordinateur à mettre. Fait que dans barre d'infos, mon vlog, si jamais vous voulez avoir mon avis puis vous le saviez déjà pas sur ces livres. Ensuite de ça, j'ai lu 5 pièces de théâtre ce mois-ci. Malheureusement, j'en retiens pas grand-chose. Ça n'a pas été des pièces très marquantes, à l'exception de une. Fait que je vais juste vous les nommer puis vous dire quelle note je lui donne. Si jamais vous voulez plus de détails sur ces pièces-là, vous me l'écrivez dans les commentaires puis je vais soit vous répondre ou vous répondre comme sur Instagram avec un message vocal, genre qu'est-ce que j'en ai pensé. Fait que, première pièce, c'était Assoiffé de Wajdi Mouawad, 2.5 sur 5. Ensuite, j'ai lu toujours de Wajdi Mouawad 2 livres, Forêt et Ciel, donc le tome 3 et le tome 4 du Sang des Promesses. Ça complète cette portion-là du tag 100% bleu. J'avais à lire les 4 tomes du Sang des Promesses et c'est ça, maintenant c'est fait. Je suis très heureuse de ça. Il me reste maintenant seulement 2 livres à lire. Donc, pour Forêt, c'est à peu près, je sais pas combien j'ai mis, 3 étoiles sur 5. Et Ciel, 2 étoiles, ça m'a vraiment moins plu, Ciel, que le reste. Et j'ai vu que sur Goodreads, la plupart des gens avaient ce genre de commentaires-là sur Ciel. Bien sûr que j'arrivais à lire parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient écrits en arabe. J'ai fait des cours d'arabe là, au cégep, mais j'ai pas mal tout perdu, puis je suis pas capable de lire l'arabe tant que ça. Je comprends pas ce que je lis, là. Je suis capable de le prononcer, mais en tout cas. Bref, ensuite, j'ai lu Princesse de Catherine Léger. Ça, c'est un 3 sur 5, 3.5 sur 5, mettons. C'était vraiment drôle, très léger, mais c'est vraiment certain que c'est meilleur en live, là. Genre, c'est meilleur monté que lu, cette pièce-là. Puis, j'ai lu 3 petites sœurs de Suzanne Lebeau, publié chez Leméac aussi comme princesse. Et ça, c'était une très belle découverte. C'est un 4 sur 5. Dans cette histoire-là, on suit en fait 3 petites sœurs, dont une qui est malade, atteinte d'un cancer. Puis on va voir un peu comment ça affecte la famille et comment on peut passer au travers de cette épreuve-là. Puis ce qui est fun, c'est que ça, c'est écrit pour la jeunesse, c'est du théâtre jeunesse, mais c'est ce que j'aime de Suzanne Lebeau, c'est qu'elle aborde des thématiques lourdes, mais d'une façon très douce, puis avec beaucoup d'espoir pour les enfants. Puis en tout cas, si vous voudriez, ça se dit-tu? Si vous voulez lire plus de théâtre et de théâtre jeunesse, parce que si vous le savez pas, c'est vraiment comme quelque chose de fort au Québec, là, on est reconnu mondialement pour ça. Et bien, Suzanne Lebeau, c'est vraiment une autrice à découvrir. Là. Elle a écrit énormément de choses intéressantes.
Je m'excuse pour ma toux. Ah, bon, oui. Je vais vous parler maintenant des BD que j'ai lus. En fait, j'ai lu un diptyque, L'Esprit du camp, le tome 1 et 2, d'Axel Lenoir. Dans cette histoire-là, on suit un personnage dont j'ai oublié le nom, qui est obligé par ses parents de travailler dans un camp de vacances comme monitrice. Au départ, elle pense pas que ça va bien aller parce qu'elle pense pas avoir d'affinité avec les enfants. Puis finalement, elle se découvre comme un certain intérêt pour les enfants, mais aussi des affinités avec les autres moniteurs, et c'est un peu l'histoire de son été en camp de vacances. À ce camp-là, il y a une légende qui dit qu'il y a un esprit malveillant dans la forêt et dans certaines conditions, il peut être évoqué, puis il va se passer tel genre de choses quand il est là. Et mystérieusement, ces choses commencent à arriver. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que ça fait c'est 2 tomes, hein, fait que si je vous en dis plus, je vais vous spoiler le deuxième. Donc, voilà, vous lirez ça si ça vous intéresse. En fait, je le recommande vraiment pour une lecture estivale douce, aussi un petit peu nostalgique si vous avez fait des camps de vacances. La seule chose c'est qu'il y avait des erreurs qui m'ont perturbée, là, tu sais. Moi, j'ai travaillé 5 ans en camp de jour, j'ai été campeuse aussi. Camp de jour, camp de vacances, là, j'ai fait toutes sortes de trucs, là, camps spécialisés, camps pour enfants différents, là, neuroatypiques, mettons. Fait que, bref, il y a des affaires que j'étais comme, mais ça marche pas, là. C'est irresponsable de la part des adultes puis des moniteurs que ça se passe, là, tu sais. Je veux dire, une animatrice qui est jamais à l'heure puis qui laisse ses enfants, les enfants dont elle s'occupe, seuls, genre en forêt ou sur le bord d'un lac, pas trop sécuritaire, tu sais. Puis, un affaire qui m'a vraiment gossé, mais c'est un détail, c'est que le tome 1 se finit, mettons, le 20 juillet. Puis le tome 2 se commence, puis c'est comme le lendemain, tu sais, c'est comme il aurait pu faire la case 1, puis la case du. Tu sais, ça aurait pu se suivre, là, genre ça aurait pu être la prochaine page, là. Mais la date change, puis là, ça devient le 5 juillet. C'est comme si le premier tome finit plus tard que le début du deuxième. Ça, c'est le genre d'affaire qui me gosse vraiment, là. C'est des détails, mais moi, tout le long, je suis genre, non, mais là, c'est parce que ça se peut pas que. Tu sais, le camp, il a commencé il y a 10 jours, ça se peut pas que. Si je me fie au tome 2, c'est ça, le camp aurait commencé depuis 10 jours, ça se peut pas qu'il se soit passé tout ça en 10 jours, là. Tu sais, comme quelque chose, un moment donné, qui. Ça. Tu sais. Les affinités, ça se fait pas en claquant des doigts avec tout le monde, là. Un moment donné, là. Fait que, bref. Ça, c'était un léger détail qui m'a énervé, mais sinon, pour le tome 1, c'était un 4 étoiles, 4.5, puis le tome 2, c'est un 4 étoiles sur 5. Fait que c'est quand même, somme toute, une très bonne lecture que je recommande. On va passer maintenant au roman. Je m'excuse des temps morts, hein, pas de montage, il y a des temps morts. Je vais les remonter. Première lecture que j'ai fait de roman ce mois-ci, c'est Anna Caritas, Le Sacrilège, publié chez Les Malins de Patrick Isabelle. C'est le tome 1 de cette série qui devrait comprendre 5 tomes. On est rendu au 3e. Donc j'ai déjà le 2e en ma possession et je compte acheter le 3e prochainement. Donc on se retrouve à Anna Caritas, un collège privé, si je me trompe pas, dans une petite ville, là, un petit village au Québec. Et ce collège-là est vraiment prestigieux. Il y a des gens qui viennent habiter à Saint-Hector juste pour aller à ce collège-là. Donc, il y a quand même comme une espèce de hype là, autour de ce collège-là. L'an dernier, il s'est passé une tragédie avec une élève, Marianne Robert, et elle a quitté en milieu d'année l'école. Mais là, on se retrouve à la rentrée et elle fait son coming back, là. Elle est de retour. Et ça crée vraiment tout un émoi chez les jeunes. Tu sais, ils sont comme très curieux, puis il y a comme ah mon Dieu, Marianne Robert, tu sais, tu vas invoquer son esprit, parce qu'elle est un peu witchy et tout. Fait qu'il y a une gang de jeunes dans un party qui décident de jouer à Ouija juste pour le plaisir de la chose. Et comme dans tout bon début d'histoire d'horreur, ça se passe mal. Fait que c'est un peu là que je vous laisse, là. Il joue à Ouija. Puis c'est ça. Fait que j'ai vraiment aimé ce livre-là. J'aurais aimé faire ma lecture un petit peu plus concentrée. Ça, c'est ma faute, là. Mais
parce que j'étais au chalet de mon père avec mes demi-frères et sœurs, puis c'est ça, j'étais pas 100% focus, mais j'ai vraiment aimé ce livre-là. Je dirais que c'est comme 14 ans et plus, 12 ans si, mettons, l'enfant est mature, puis il a pas peur, là, il a pas peur facilement, mais au moins 14 ans et plus. Puis c'est vraiment super bon comme histoire. Là. Je suis pas la première à vanter Anna Caritas, mais j'ai très hâte de découvrir la suite. Pour moi, c'est un 4 sur 5 parce qu'il y a quand même des affaires que j'ai trouvées prévisibles, puis je trouvais que les relations entre les personnages étaient pas assez étayées, pas assez en profondeur. Très. On dirait que le personnage principal, il a pas tant d'amis finalement. T'sais. Mais il pense que c'est ses amis, mais c'est pas. Il n'y a pas de relation d'amitié à suivre. Là. Fait que bref, j'ai hâte de voir dans la suite, dans les prochains tomes, qu'est-ce qui va se passer avec eux autres, puis si ça va s'améliorer, mais en tout cas, pour un premier tome, j'ai vraiment envie de voir la suite. Et je pense que je l'ai dit, c'est 4 sur 5 pour ça. Où je mets ça, là? Bon, ici. Ensuite de ça, à la fin, ils ont dit à tout le monde d'aller se rhabiller de Laurence Leduc Primo, publié chez Ta Mère. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fait un voyage en Amérique du Sud. Elle est vraiment en crise existentielle, elle remet tout en question, ça brasse pas mal dans sa tête et en plus, elle est en voyage dans un pays dont elle parle très peu la langue, elle essaie de l'apprendre, mais c'est pas facile. En plus, elle habite avec des gens et pas juste dans un hôtel comme touriste, là. Elle essaie vraiment, tu sais, de être une local un peu, là. Fait que, bref, c'est un peu ça l'histoire. Heureusement, le livre est dédicacé. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, là. J'ai acheté usagé, c'était écrit. Mais il y a comme une petite description des personnages. La tâche s'appelle Betty, la fille s'appelle Chloé, le coloc s'appelle Emilio. Et ça continue. Juste parce que j'avais un point de repère, je comprenais un peu mieux ce qui se passait. Parce que c'est vraiment brouillon. C'est pas le genre d'histoire linéaire, tu sais, ça s'en va pas de même, là. C'est assez. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Puis il y a beaucoup de personnages qui interviennent, mais là, au moins, avec le petit guide, ça m'aidait c'est ça, à m'orienter. Tu sais, juste parce que il y a une tache dans son mur, puis elle appelle Betty, puis elle y parle. Mais tu sais, après un bout, là, à catcher, là, que c'est pas un humain, là. Fait que là, au moins, j'avais un repère pour le comprendre. Je dirais pas que ce livre-là m'a tant marqué. Je l'ai pas tant aimé, honnêtement. C'était vraiment trop confus pour moi. Puis je me rends compte que c'est quelque chose que j'aime vraiment pas dans les livres, en fait. C'est quand c'est trop confus, quand il me reste trop de pièces à assembler pour comprendre l'histoire. J'ai de la misère, puis c'est ça. Moi, je suis un petit peu une lectrice paresseuse, là, genre... Il faut que tu me donnes suffisamment de détails. Mais tu sais, tu peux me laisser une partie de travailler, là, mon imagination et tout, mais faut que j'aille quand même un petit peu quelque chose, sinon, c'est pas... j'ai de la misère, c'est ça. Fait que pour moi, ça, c'est un 2 étoiles sur 5. Je vous recommande si c'est votre truc, là, mais moi, c'est clairement pas mon genre. Après... Ah ouais, je vais parler de lui. Après, j'ai lu La mort de roi de Gabrielle Lisa Collard, publié chez Cheval Doux. Pardon. C'est un livre qui est nominé au rendez-vous du premier roman. Et c'est aussi un livre que je voulais lire dans le cadre du défi du fil rouge, là, donc lire un livre publié chez Cheval Doux en août. Dans ce livre-là, on va suivre une anti-héros, une fille un peu psychopathe. Je dirais pas qu'elle est psychopathe, mais en tout cas, elle a pas peur d'heurter du monde, puis heurter pas juste dans le sens de émotion, tu sais. Et aussi, il faut le dire, elle est grosse comme personnage parce que Gabrielle Lisa Collard, moi c'est de même que je l'ai connue, elle tient, ben là, elle le tenait plutôt, le blog 10 octobre qui est un blog body positive, fat positive, anti-grossophobie. Et je trouvais ça vraiment le fun parce que ça ajoutait comme juste un côté réaliste et un petit peu revendicateur aussi de comme, tu sais, elle c'est vraiment une bataille qu'elle mène, puis on dirait que juste le fait, il y avait tellement de petits irritants du fait que la société est pas faite pour les personnes grosses, puis que elle, ça la mettait juste en maudit, genre, que j'ai aimé ça, ce côté-là. Dans ce livre-là, on va aussi suivre, en fait, quand ça commence, on sent, voyons, hey, ouhou! Pardon. Quand
quand l'histoire commence, on apprend que la personnage principale se rend à un endroit pour enterrer quelque chose ou quelqu'un. Après ça, il y a comme des allers-retours avec le passé et on va découvrir un peu l'enfance du personnage, sa relation avec Roi, son chien qu'elle a adoré, avec son copain, mais aussi avec un étranger qui revient une fois de temps en temps dans sa vie, puis qu'à chaque fois, c'est pas des rencontres agréables, mettons. Fait que c'est ça un peu pour l'histoire. Dans le fond, on va suivre le qu'est-ce qu'elle enterre, pourquoi elle enterre, dans quelles circonstances, pourquoi ça se. C'est ça qu'on essaie de découvrir dans le livre. 135 pages de pur bonheur. C'est un peu un roman inclassable selon moi. C'est comme La Bête de David Goudreau. Tu sais, c'est-tu policier? C'est-tu genre horreur? C'est-tu. Je sais pas trop comment le classer, là. On va dire contemporain. Récit. Mais ça, oui, ça ressemble quand même un peu à La Bête de David Goudreau. Fait que je vous recommande pour ça. Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir les autres œuvres de Gabriel Desacolard. Je l'ai vraiment aimé, ce livre-là. Puis pour moi, c'est un 4,75, je pense, sur 5. Honnêtement. Vraiment bien. J'ai lu ensuite 180 jours et des poussières de Julie Marcotte, publié chez, je me rappelle pas qui. Dans ce livre-là, il faudrait que je prenne de l'eau, j'ai vraiment soif. Bon, on continue, show must go on. Donc, dans 180 jours, on suit une enseignante de première année pendant une année complète. Donc, ça commence. Il faudrait vraiment que. Ça commence en juillet. Non, en août, et ça se termine en juillet. Puis, on apprend que ça va pas être une année facile parce que l'année scolaire qui vient de se terminer, elle a un peu fait au bout du rouleau, sur le point de faire un épuisement professionnel. Donc, elle anticipe la rentrée, elle a comme peur qu'elle soit pas totalement remise. Et c'est ça, c'était assez difficile. Et on la suit aussi dans sa vie privée avec ses deux jumeaux. Elle a des enfants jumeaux. Son chum, qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien en fait. Et j'ai vraiment aimé ça. J'avais tellement peur que ça soit le genre de livre où pendant 300 pages, c'est genre une adulte qui est comme « Ah, il a dit telle affaire, l'enfant, c'est trop cute, c'est trop drôle. » Puis genre, je suis coupable, je le fais moi aussi, mais j'étais pas down de lire 300 pages de ça, là. Mais vraiment pas. Oui, il y en a un petit peu, mais il y en a. C'est pas 300 pages de ça. Puis ça faisait longtemps que j'avais lu un livre que je m'étais dit, mettons, je lis jusqu'à telle page. Puis je me rends à cette page-là, puis je fais « Oh non, mais il faut que je continue, là, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir que la suite. » Fait que bref, ça, j'ai vraiment, je sais pas de quoi je voulais dire avec ça, mais ouais, j'ai vraiment aimé ce livre-là. J'ai été surprise parce que j'avais zéro attente. Je me suis même dit « Je vais pas le lire. » Ça me tentait plus. Puis là, j'y ai donné une chance, puis j'ai vraiment aimé ce livre-là. C'est un 4,5 sur 5. J'ai hâte de voir si, avec le temps, ça va devenir un 5 ou un 4. Parce que c'est vraiment le genre de livre qui imprègne, je crois. Puis peut-être que c'est venu plus me chercher parce qu'on partage une réalité. C'est sûr que moi, je suis pas au primaire puis j'ai pas des enfants de 6 ans, là. Mais il y a quelque chose qui est comme commun. Puis aussi le fait, tu sais, toute la sensibilité par rapport à l'épuisement professionnel. Moi, c'est comme c'est quelque chose qui me touche. J'ai toujours peur que ça arrive. J'ai toujours, tu sais, la fameuse statistique là, des nouveaux enseignants, elle me fait vraiment peur. Puis à chaque année, je me pose la question, est-ce que je vais faire partie de la statistique? Fait que, bref, ce côté-là m'a vraiment plu. Puis je recommande vraiment cette lecture-là si le milieu de l'éducation vous intéresse ou vous fascine. Si c'est quelque chose qui vous emmerde, je vous le dis, lisez pas ça, là. Mais pour moi, c'était vraiment une très bonne lecture. Dernière lecture dont je vais vous parler du mois, c'est Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, je me rappelle pas si c'est publié où. Là. Dans ce recueil-là, on a une partie qui est le discours qu'elle a tenu pour un TED Talk en 2012 et la nouvelle qui est Les Marieuses, qui est publiée aussi dans l'Hibiscus pourpre, si je me trompe pas. Donc, pour la partie Nous sommes tous des féministes, je pense que c'est ça. Ça a été
dit en 2012, puis moi, de 2012 à 2020, c'est pas mal le moment où je me suis comme réveillée et intéressée au féminisme. Donc, si je l'avais entendu ou lu en 2012, clairement, ça aurait eu une place de choix là, dans dans mon répertoire féministe, puis j'aurais été comme, ah, wow, très important, fondamental et tout. Le lire en 2020, j'ai rien appris, là. Tu sais, j'ai pas fait comme, ah, l'intersectionnalisme, ah, comment inclure les gars dans la lutte du féminisme. Tu sais, je le savais. Ce que j'ai aimé, par exemple, c'est sa touche, son regard, en fait, sur la culture nigériane, du Nigeria, en fait, là, et tu sais, comment le féminisme est nécessaire au Nigeria. Et ça, c'était comme quelque chose de nouveau pour moi. Mais le reste, c'était quand même du déjà vu pour moi. Mais je pense que quelqu'un qui vient d'allumer, qui commence à s'intéresser sur le féminisme, ben, lisez ça, là, c'est super fondamental, c'est très bien expliqué, c'est très fondé, bien articulé, je sais pas comment dire, c'est court, il existe une version jeunesse, mais si vous êtes, ça fait un bout que ça vous intéresse, vous allez, vous n'êtes pas obligé de le lire, là, vous savez probablement ce qui est raconté là-dedans. Pour ce qui est des marieuses, ben j'ai été déçue parce que quand j'ai lu Le bal des absentes ici, c'était décrit, c'était une nouvelle qui avait l'air super bonne, puis quand je l'ai lu, on dirait qu'il n'y a rien qui est venu me chercher. J'ai même trouvé ça long, puis c'était une nouvelle, là. Puis j'étais comme, ah oh, mon Dieu, on dirait que, il se passe pas grand chose, tu sais, puis c'est un peu long, puis j'ai pas tant aimé ça, malheureusement. Elle a écrit d'autres affaires, Chimamanda Ngozi Adichie. Je vais essayer de lire ses autres œuvres, mais je pense pas passer par son recueil de nouvelles parce que c'est comme celle qui est la plus populaire là, du recueil de nouvelles. Fait que je me dis, les autres, pas sûr que ça va me plaire. Fait qu'en tout cas, pour Nous sommes tous des féministes, dans mon cas, c'est un 3 sur 5, mais. Non, même pas, c'est un 2 sur 5, mais c'est pas. Je pense pas que c'est une note universelle. C'est vraiment dans mon cas que je donne cette note-là. Comme si les autres notes c'était des notes universelles, mais tu sais, je suis pas capable d'avoir un. Tu sais, je peux pas donner une note comme ce livre-là, pour tout le monde, ça devrait être ça à peu près comme note, là. Tu sais, c'est. Non. Bref, je m'égare. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, puis pourquoi pas la partager. Personne ne fait ça, mais ça pourrait être une nouveauté. J'espère que le format une prise convient toujours. Pour moi, c'est sûr, c'est vraiment moins de travail, mais ça me plaît moins, là, parce qu'il y a tous mes toussements, puis mes hésitations, puis moi qui cherche mes mots. Là. Mais en tout cas, c'est ça qui est ça. J'espère que ça vous plaît, puis ça convient encore. Dans les prochaines vidéos, ça va être probablement ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je m'en vais chercher mes livres à la bibliothèque tantôt. J'ai très hâte. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit